bien voulu faire le déplacement à l'occasion de ce forum que nous organisons cet après-midi autour d'un thème d'une brûlante actualité, Dakar, ville historique, enjeux, défis, perspectives pour une meilleure cohérence territoriale de l'acte 3 de la décentralisation. En ce moment précis, j'aurais besoin de prendre une cure de silence méditatif, d'enfourcher le cheval mémoratif de l'enthousiasme et de l'imagination dans la créativité, qu'il me soit permis, modestement, humblement et simplement, de sortir de mon mutisme pour remercier tous ceux qui ont pu voulu faire le déplacement pour marquer de leur présence cette fête de l'esprit. Mesdames, Messieurs, cette rencontre, nous l'avons voulu tout simplement parce qu'il y a des questions aujourd'hui qui interpellent notre pays et le mouvement Consensus citoyen pour la République, fidèle à sa vocation, depuis son lancement en décembre 2006, ne cesse de réunir les Sénégalais, ces Sénégalais qui doivent s'interroger tout simplement sur l'essentiel. Cette conférence, nous avons l'insigne honneur de faire appel à des experts, à tout Seigneur tout honneur, mon très cher grand frère, Birame Ovens Ndiaye, administrateur civil, expert en décentralisation et gouvernance locale, qui a bourlingué dans le pays et dans le continent, qui a eu une carrière remarquable et qui maîtrise bien ce thème. À côté de Birame Ovens Ndiaye, il y a l'autre grand frère, Daouda Ndiaye, éminent juriste spécialiste des questions de l'éducation. C'est quelqu'un qui connaît bien Dakar, qui connaît bien l'histoire de Dakar, et c'est pourquoi on l'a convié à cette réflexion. À côté de ces deux conférenciers, le troisième, c'est un jeune frère, un ami, pour qui j'ai beaucoup de respect, pour qui j'ai beaucoup de considération. C'est le docteur Abdourahmane Kane, docteur en sociologie, titulaire d'un master en management des organisations. C'est un garçon, machallah, remarquable, un intellectuel fécond et profond. C'est le directeur général de l'Institut de Management. Et depuis que le pacte a été scellé entre cet institut et ma modeste personne, à chaque fois que nous organisons une conférence, les étudiants de cet institut se font le plaisir de venir assister à nos rencontres. Les débats seront modérés par quelqu'un qui a joué un grand rôle dans ce pays, Pape Mor Ndiaye, administrateur civil, spécialiste des questions de décentralisation et de gouvernance locale. Monsieur le modérateur, très respecté par Diouf, très respecté par Jean Paulin, vous avez joué un rôle historique au Sénégal et dans l'intérieur du pays. Je vous redonne la parole, cher doyen. Consensus citoyen a appelé à réfléchir sur Dakar, ville historique. 2 points. Enjeux, défis et perspectives pour une meilleure cohérence territoriale de l'acte 3 de la décentralisation. C'est comme si le CCR essaie, dans cette passion, des fois partisane, des fois très négative, qui nous a valu énormément de sorties cette semaine et les 2 semaines passées, c'est comme si le CCR nous demande de mettre cette passion, de la rendre très positive dans la réflexion et dans le questionnement. Si nous sortons de cette salle avec des bonnes questions posées, la bonne problématique installée, ça corrigera pour la suite les débats dans les radios, dans les télévisions et dans la presse. Et ce sera, pour cette fois-ci, pour trouver des solutions de mise en œuvre
des solutions de gouvernance, des solutions idoines au profit exclusif des populations. Parce que n'oublions pas, quel que soit le statut de la ville de Dakar, son seul objectif, c'est de donner le bien-être aux populations de Dakar. Si cela n'est pas fait, quel que soit le statut, ça ne sert à rien. La décentralisation a pour vocation de porter le développement. Si c'est juste pour la démocratie locale, pour qu'on élise bien les gens, pour que les gens aient un bon profil, que les élections se passent bien, si c'est pour ça, ce n'est pas la peine de faire la décentralisation. Si c'est ça, on ne citerait pas Kigali, la ville de Kigali comme exemple, où les gens vont prendre des benchmarking. On ne citerait pas beaucoup de pays, parce que le Sénégal est très en avance par rapport à la démocratie locale. Donc, aujourd'hui, merci le CCR et de nous permettre de mettre à l'endroit la discussion autour du statut de Dakar, ville historique, voir les enjeux, les défis et les perspectives. Donc, vraiment, c'était une volonté, disons, je ne peux pas parler de révolutionner, mais en tout cas de reprendre les bases de la décentralisation. En faisant quoi? En revisitant la démarche de conception et de mise en œuvre des politiques publiques qui permettra au Sénégal de bâtir son développement à partir des opportunités, atouts et potentialités des terroirs. Moi, je dirais des territoires. Annoncé comme ça, c'est comme si on voulait interroger les nouveaux rôles de l'État dans le contexte de la décentralisation. Parce qu'un État ne peut pas jouer le même rôle dans un État centralisé et dans un État décentralisé. Ce n'est pas les mêmes rôles. L'État doit se confiner à ses missions traditionnelles, régaliennes, de définition, de mise en œuvre, de contrôle et d'évaluation des politiques publiques, en délaissant tout ce qui concerne, disons, la mise en œuvre des politiques publiques. Et pourquoi je rappelle cela? Parce que c'est ça qui va un peu amener notre sujet. Quels sont les principes qui ont été énoncés au moment de l'annonce de l'acte 3? C'est la territorialisation des politiques publiques. Donc les nouveaux rôles de l'État pour permettre en tout cas aux collectivités locales d'être reconnues et de pouvoir adapter les politiques publiques au niveau de leur territoire. Quand on territorialise, il faut contractualiser. Il faut que l'État fasse l'effort de contractualiser avec les collectivités territoriales. Coopération entre les élus respectés avec des capacités renforcées, mais également des représentants de l'État réhabilités. Donc la déconcentration, une plus forte déconcentration dans le pays. La participation et l'inclusivité de tous les acteurs, État, société civile, secteur privé. Ça, ce sont les principes qui ont été annoncés au moment du lancement de l'acte 3. Les orientations se déclinent: construire des dynamiques territoriales, rendre l'État davantage orienté vers l'équité sociale et territoriale, assurer une promotion durable des ressources des terroirs, réhabiliter la déconcentration, corollaire indispensable de la décentralisation, et réhabiliter l'aménagement du territoire. Les objectifs: ancrage de la cohérence territoriale avec une architecture simplifiée. C'est là où on se rend compte qu'avec l'acte 3, il faut travailler à une meilleure cohérence territoriale du Sénégal. Nous allons y revenir. Modernisation de la gestion publique territoriale avec une réforme résolue des finances locales et la promotion soutenue de la qualité des ressources humaines. Donc les moyens humains et les moyens financiers. Bon, je pense que ce qu'on a à Dakar mérite en tout cas qu'on réfléchisse sur comment faire pour que les communes des villes de Pékin, Guédiawaye et Rufisque, et la ville de Rufisque, puissent être réfléchies pour voir quel est l'arrangement institutionnel le plus
à même, en tout cas, de permettre à ces villes de se développer. Et souvent, le gros problème, c'est la superposition des cadres, où vraiment il y a une multitude de sphères de décision entre les communes, au point que souvent, ce n'est pas en cohérence avec les orientations, les plans de développement de la ville. Et très souvent aussi, on ne reconnaît pas à la ville, en tout cas ses prérogatives, dans l'aménagement et le développement du territoire. Et il s'est trouvé que depuis l'acte 3, on n'a pas eu un plan national d'aménagement du territoire. Parce que c'est le plan national d'aménagement du territoire qui permet d'avoir un cadre permettant aux collectivités locales de se baser sur ce schéma pour avoir un schéma d'aménagement et de développement. Alors, pour en arriver au scénario de réforme, je dirais quand même que Dakar, on ne peut pas réfléchir Dakar sans tenir compte du contexte régional. Pourquoi? Parce que le contexte régional, avec les études qui ont été faites, surtout par une étude que j'ai eu à conduire à Cotonou dans le cadre du PDM, c'était les impacts territoriaux des projets du NEPAD dans l'aménagement régional. Et qu'est-ce qui était ressorti dans ce diagnostic? Il y avait une forte tendance à une métropolisation qui allait de Nouakchott à Douala. Donc on avait de Nouakchott à Douala des villes qui avaient 1 million d'habitants. Toutes les villes qui avaient 1 million d'habitants. C'est Accra, c'est Abidjan, c'est Lagos, c'est Cotonou. Donc toutes ces villes-là, il y avait des métropoles tout le long du littoral. Et sur ce littoral-là, il y avait 80% du produit intérieur brut régional. Donc la richesse de l'Afrique de l'Ouest se trouvait dans cette bande du littoral. Si on veut réorganiser Dakar, et de façon générale nos métropoles régionales, il faut qu'on tienne compte de ce contexte régional parce qu'il y va un peu de la compétitivité de ces métropoles, mais il y va aussi quand même de notre volonté d'émergence, parce que les villes portent et les métropoles portent aussi le développement. C'est dans ces métropoles-là qu'on crée, on fait une accumulation de capital, qu'on crée la richesse et on crée les emplois. Et c'est des zones d'innovation très fécondes qui permettent à chaque pays, en tout cas dans le cadre du commerce intra-régional et intra-africain, de pouvoir se positionner. Ce sont les villes qui les positionnent. Donc ça, c'est un élément très important. Dakar, c'est une capitale internationale. C'est la capitale nationale aussi. Et c'est un territoire très attractif, non seulement pour les populations de l'intérieur, mais pour tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. On sait qu'à Dakar, il y a beaucoup d'immigration venant un peu des pays limitrophes, que ce soit même l'Afrique centrale maintenant. Je crois qu'il y a 2 problèmes que je vois dans cette réorganisation. Je parlais des acquis, nous avons 19 communes d'arrondissement. Et ces 19 communes d'arrondissement, on leur a donné la plénitude des compétences. Et on leur a transféré les structures de santé. Et dans la charge de ces communes, les structures de santé pèsent d'un très grand poids. Avant, c'était la ville qui gérait les centres de santé, les réseaux de santé. Je prends cet exemple parce qu'il est fondamental. C'était avant 2012, on peut dire qu'il y avait une qualité de soins
qui résulte d'un réseau de santé qui a été bâti depuis Mamadou Diop. Gaspard Camara, Nabil Chouker, Maguilène Senghor, ça, c'est des structures de santé, je peux dire, municipales. De la tête aux pieds, c'est l'ancienne commune de Dakar, puis la ville de Dakar, qui ont mis les plateaux techniques, qui ont recruté le personnel et qui ont fait les infrastructures locales. Donc, on a transféré ces compétences-là aux communes d'arrondissement. Et nous avons toujours, quand je parle de migration, la migration, les gens habitent dans ces communes d'arrondissement. Quand ils atterrissent, c'est dans ces communes d'arrondissement qu'ils atterrissent. Donc, de plus en plus, toute l'urbanisation se déverse au niveau de ces communes d'arrondissement. Ex-communes d'arrondissement, donc de ces communes. Au-delà de ça, il y a un problème d'aménagement dans ces communes. Quand je parle d'aménagement, c'est la voirie. Voirie, travailler pour que la voirie soit revêtue, les routes, que les routes soient éclairées, que les ordures soient ramassées. On a un petit paradoxe, c'est l'État qui continue de ramasser les ordures, ce n'est pas la mission, encore moins le rôle de l'État, de faire le ramassage des ordures. Donc il faudrait quand même qu'on rétablisse en tout cas les choses à l'endroit pour que les collectivités locales assument les missions qui leur sont dévolues par le Code général des collectivités locales. Je pense qu'il faudrait travailler pour que ces communes-là puissent effectivement prendre en charge les compétences qui leur sont transférées par la loi. Maintenant, le problème, c'est qu'ils n'ont pas les ressources pour le faire. Ils n'ont pas les ressources pour le faire. Est-ce qu'il faut maintenir les 19 communes d'arrondissement ou bien il faut regrouper ces communes d'arrondissement? Mon avis est qu'il faudrait travailler pour que ces communes-là, on a, je crois, 4 arrondissements à Dakar. On a 4 arrondissements à Dakar. On a le plateau, on a Grand Dakar, on a Ngor Almadi et nous avons Parcelles. Moi, je pense que c'est une bonne base de regroupement de ces communes, de ces communes pour pouvoir avoir des entités viables. Et quand je parle des entités viables, c'est du point de vue de l'autonomie financière, mais également du point de vue aussi de la viabilité territoriale. Et ça permettrait de prendre ces ressources qui étaient anciennement dévolues à la ville, en tout cas de le redistribuer entre ces 5 communes. 5 communes. Pour permettre vraiment de préparer le Sénégal à ce qui s'en vient, avec un peu le marché unique en Afrique, mais également de pouvoir avoir des entités qui permettront en tout cas de jouer le rôle. Ça veut dire quoi? Quand on dit ça, quel sort on va réserver à la ville? Quel sort on va réserver à la ville? On ne peut pas avoir une métropole aussi sans cadre de gouvernance métropolitaine. L'idée, c'est de dire que chaque commune d'arrondissement, chaque commune, les 5 communes regroupées, vont envoyer des représentants qui vont consulter un peu la gouvernance de l'agglomération de Dakar. Parce que souvent on parle de Dakar, il y a le Grand Dakar, il faudra aussi élargir la réflexion pour que quand on parle de Dakar aussi, qu'on puisse parler du Grand Dakar. Il y a Guédiawaye, il y a Rufisque, il y a Pikine aussi. Et Pikine aussi, il y a 3 arrondissements, on peut travailler à avoir 3 communes dans cette zone. Guédiawaye n'a qu'un seul arrondissement, il faut voir comment travailler aussi pour avoir une entité forte là-bas. Et quand on parle maintenant de l'agglomération du Grand Dakar, ce sont ces représentants qui vont constituer un peu la gouvernance métropolitaine. Et cette gouvernance métropolitaine, ça veut dire qu'on pourra rivaliser. On pourra rivaliser, je dis, avec Abuja,
on pourra rivaliser avec Lagos, on pourra le faire avec des villes comme Abidjan, parce que toutes les villes africaines, chacun cherche à assurer le leadership en Afrique de l'Ouest. Et le leadership, d'après une Suédoise qui a classé les villes, c'est d'abord des villes qui sont connectées à toutes les places financières du monde, du point de vue de la connectivité, mais du point de vue aussi du transport aérien. Chaque jour, il y a un avion qui part de ces zones-là pour aller dans toutes les capitales financières. Mais aussi, c'est des zones, c'est des villes avec un peu des pôles de recherche très avancés dans des domaines, en tout cas, qui leur donnent un avantage comparatif. Mais c'est également des zones métropolitaines où on travaille à avoir une très haute qualité de services pour les populations. Ces services-là, c'est aussi bien la santé, c'est l'éducation, et quand on parle d'éducation, c'est une éducation qui permet l'employabilité des jeunes. C'est au-delà c'est le respect de l'environnement, avoir des villes vertes, avoir des métropoles vertes, mais également avoir une mobilité au sein de l'agglomération. Donc, pour conclure, dans ce domaine-là, comment je vois un peu Dakar, c'est 5 communes. Ces 5 communes vont travailler pour renforcer les services sur leur territoire, mais on doit avoir, je pense, une agglomération qui sera un peu l'émanation de ces 5 villes qui vont permettre en tout cas à Dakar de jouer son rôle de capitale internationale, de capitale nationale, mais également de pouvoir jouer en tout cas son rôle pour connecter le reste, en tout cas du Sénégal au monde. C'est comme ça que je vois un peu la réorganisation de Dakar. Voilà. Et je vous remercie. Interpelle, s'il nous écoute, pour qu'il fasse un débat autour de cette grande proposition qui faisait que toutes les communes de Dakar avaient une façade maritime et qui n'était pas 9, il n'était pas 19. Donc la cohérence, Birame l'a visité et l'a montré. Ensuite, la lisibilité des échelles de gouvernance territoriale. Il a parlé de l'incohérence qui existe entre les communes, les villes au niveau des interventions, des difficultés de compréhension, des difficultés même de transfert de compétences, des duplications de transfert de compétences. Là aussi, on le retrouve dans la problématique de Dakar, ville historique. Les mécanismes de financement de développement territorial. Vous vous rappelez bien nos difficultés avec les marchés de quartier et les marchés de la ville qui nous empêchaient de dormir. Moi, j'étais directeur de la décentralisation à l'époque et tout le monde se mettait à chercher quel est le marché de ville le plus... Comment on définit un marché de ville, comment on définit un marché de quartier, et c'était des problèmes tout le temps. Donc, les trois niveaux de recherche d'objectifs posés par l'acte 3 se retrouvent aujourd'hui dans la problématique du statut de Dakar. Donc, c'est très bien que Birame nous ait aidés à le rappeler. Il a aussi rappelé qu'effectivement, Dakar, on veut bien réfléchir sur un statut, mais pas de manière fermée, pas en pensant seulement au Sénégal. Il faut penser aux métropoles du monde. Dakar est en compétition dans le monde avec d'autres métropoles qui sont en train de prendre des avances. Dakar est en train de rattraper ces métropoles qui ont pris beaucoup d'avance de par leur taille, de par leur équipement, de par leur cohérence dans la gouvernance métropolitaine. Donc, Birame a su rappeler qu'il faut aussi laisser un esprit, avoir l'idée que Dakar, ce n'est pas Dakar pour le Sénégal tout court, Dakar est en compétition dans le monde avec d'autres métropoles. Ensuite, Birame nous a fait un clin d'œil pour montrer un peu les problèmes de gouvernance métropolitaine qui se posent avec acuité à Dakar, avec la migration, avec les gens qui arrivent de partout, avec la difficulté de répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales, notamment à Dakar, sur la gestion même des besoins de base, les déchets, les ordures ménagères et autres, l'assainissement. Donc, tout cela a été passé en revue par Birame et qui a terminé par un questionnement qui est important et qui relance le débat. Un questionnement à l'intérieur d'une proposition. Dakar, 5 communes qui vont composer l'agglomération. On va voir comment l'agglomération sera
bâti. Si, dans ce cas, dans les débats, il entrera peut-être plus en détail dans sa proposition. Voilà, je m'en vais passer donc la parole à M. Ndiaye pour faire sa communication. Mon rôle aujourd'hui dans cette contribution est d'insister surtout et avant tout sur l'historicité de la ville, de notre thème. Donc Dakar, ville historique, enjeux, défis et perspectives pour une meilleure cohérence territoriale de l'acte 3 de la décentralisation est donc un sujet qui garde toute sa pertinence. Mais j'ai en face de moi des enseignants qui nous ont mis dans la tête que nous devons toujours apprendre ce qui se passe par ce qui s'était passé. On ne peut pas réfléchir sur Dakar sans interroger son histoire. Dakar, Monsieur le Président du Consensus citoyen pour la République l'a dit dans son mot d'introduction, il y avait d'abord les Socé, ensuite les Lébou. Mais je parle sous le contrôle du doyen Ndiaga Samb pour dire que c'est en 1429, sous le règne de Gogo Djolof Tchoukli Ndiklan, qu'une partie de la famille princière Ndiaye et Ndiaye ont migré vers le Cayor, vers le Djander, pour former ce mouvement migratoire. 1432, ici, à l'emplacement du stade Léopold Sédar Senghor, Dakar commençait à être un lieu en gestation à Moher en 1432. Et quand Denis Diaz est venu en 1444, ici à Dakar, il a trouvé des Lébous. Donc, c'est le prélude de l'histoire des comptoirs des Hollandais, des Français. Donc, Denis Diaz, je fais un peu d'étymologie. Denis Diaz, arrivé ici, il a vu une nature exubérante et il l'a appelé Cabo Verde. Donc, le Cap Vert, donc ce nom que l'on retient dans la mémoire de l'administration sénégalaise, le nom de la région du Cap-Vert. Et donc, derrière ce glissement sémantique, se déploient des réformes de la collectivité locale ayant abouti de nos jours à l'acte 3 de la décentralisation. Le Sénégal a eu 60 années depuis son indépendance, donc c'est le temps des interrogations. Le temps des interrogations pour montrer que Dakar ne s'est pas fait en un seul jour. Je vais retenir quelques dates importantes de l'histoire. L'année 1905, le gouverneur du Sénégal avait décrété l'obligation d'une autorisation de construire dans Dakar. Donc cette obligation était assortie aussi d'une injonction d'utiliser des matériaux locaux. Donc on voyait apparaître en gestation dans la politique communale gérée par les autorités coloniales, en filigrane, le déplacement d'une partie des Lébous du centre de Dakar pour aller vers la Médina. Donc, la création de la Médina en 1914, elle est importante parce qu'il y a eu une épidémie de peste qui a poussé les autorités coloniales à repousser les populations vers cette colline marécageuse qu'on appelle Tilène, donc Médina, ville coloniale. Donc entre le plateau et la Médina, donc centre-ville, les enjeux étaient manifestes. Et donc cette urbanisation de Dakar s'est traduite par une conception haussmannienne de la ville, avec un centre riche et de grandes avenues qui relient les banlieues démunies. Donc le plateau Dakar, à la fois ville administrative et commerciale, était devenu un espace où se font et se défont les pouvoirs attachés aux charges publiques. Je voudrais juste citer de mémoire les conséquences de cette ségrégation spatiale entre la Médina et le plateau. Donc pour montrer, je cite
Georges Balandier, que mon collègue M. Khan connaît très bien. Et donc, je cite Balandier, j'ai découvert Dakar en 1946 avec un regard pressé de se rassasier d'images africaines. J'arrive dans un aéroport de fortune du Yoff. Un long trajet me sépare de la ville et reste marqué d'impressions campagnardes et de fuites de femmes qui s'écartent rapidement de la route. On me désigne un baobab comme un arbre sacré des villageois lébous. Dans la Médina, les habitations précaires, échouées sur le sable, se pressent sur le long des rues sinistres et précaires. Je suis à mon arrivée surpris par le modernisme du nouvel aéroport qui recrée le paysage banal des grandes escales, n'importe où dans le monde. Est-ce bien à Dakar, ou à Casablanca, ou à San Francisco? Une autoroute impose sa géométrie dès la sortie, on atteint la ville, d'un coup, disparu les impressions de campagne africaine. Fin de citation. Ces paradoxes sont plus marqués de nos jours. En effet, les coefficients d'emprise des sols et d'occupation des sols sont plus élevés dans la banlieue de Dakar que dans ces quartiers résidentiels comme ceux de Fann Résidence ou de Fenêtre Mermoz. Je voudrais, à ce propos, dans l'extension, dans l'étalement urbain, parler de la réforme de 72 brièvement, donc la grande réforme territoriale créant des communes à régime spécial regroupant les communes des chefs-lieux de région avec des maires nommés par l'État et les communautés rurales. Le couple décentralisation-déconcentration s'est formé au détriment de la commune qui subit le contrôle de l'égalité a posteriori des services déconcentrés de l'État. Vous comprendrez, monsieur le modérateur, aujourd'hui que si Dakar renouait avec cette configuration de 1972, la démocratie locale prendrait un sérieux coup, dépossédant les électeurs de leur pouvoir délibérant. Deuxième date importante, je vais survoler l'histoire, 1996, la loi 96-06 du 22 mars 1996 opère un découpage instituant la région en collectivité locale. On a parlé tout à l'heure des transferts de compétences, 9 domaines de compétences, les domaines et le foncier, l'environnement et la gestion naturelle, des ressources naturelles, la santé, la population et l'action sociale, la jeunesse, les sports et le loisir, la culture, l'éducation et la formation professionnelle, la planification, l'aménagement du territoire, l'urbanisme et l'habitat. On voit ici qu'il y a un transfert de compétences qui n'est pas forcément accompagné d'une allocation de ressources pour permettre à ces communes d'arrondissement de pouvoir gérer convenablement la cité. Donc la principale faiblesse de cette réforme de 96 avec les 4 communes-villes et 43 communes d'arrondissement se lie dans l'absence de lien organique entre les différentes collectivités locales. M. Birame Oumar Ndiaye a eu à souligner ce fait, et cet emboîtement des échelles de décision souffre également d'une absence de vision allant dans le sens du renforcement de l'intercommunalité. Alors, que nous dit l'acte 3 de la décentralisation? Tout d'abord, je dois souligner que l'acte 3 de la décentralisation n'est pas le troisième acte de décentralisation. Car le Sénégal a eu des maires à partir de 1872, sous le régime certes du droit français, Saint-Louis-Gorée et plus tard Dakar, Rufisque ont eu des maires bien avant l'indépendance. L'acte 3 de la décentralisation s'est annoncé dans un contexte d'impréparation des collectivités locales. L'architecture des communes d'arrondissement est restée intacte dans la loi de 1996. La région a été supprimée, fractionnée en départements. Le département a été érigé en collectivité locale sans les moyens de sa politique. En faisant la politique de ses moyens, le département ne pourra pas seul construire et équiper un lycée. Les départements ne peuvent pas non plus créer de nouveaux impôts. Il y a des incohérences dans la communalisation universelle
qu'on peut déceler à partir de la gestion de la mairie de Dakar. Les enjeux de la mairie de Dakar ne laissent personne indifférent. Le prestige de la ville y est pour quelque chose. Le budget de la commune-ville donne à son maire les moyens de rayonner en termes de réalisation d'infrastructures, le pavage des rues, trottoirs, réfection de la voirie, embellissement, construction de squares, éclairage public, lutte contre l'occupation anarchique de l'espace public. Tout converge au profit du maire pour marquer son empreinte dans la gouvernance locale de la commune-ville. Mais comme l'a souligné M. Biram Oven-Ndiaye, l'émiettement de Dakar en 19 arrondissements l'a dépossédé d'une bonne partie de son patrimoine bâti. Le couple décentralisation-déconcentration se porte très mal. L'affaire Khalifa Sall a montré que le contrôle par l'exécutif et l'appartenance du maire de Dakar à la mouvance présidentielle peut être un gage de stabilité de l'institution communale. Les conflits sur l'aménagement de la place de l'indépendance, le retrait de la gestion des ordures de l'UCG sous le magistère d'Ablaye Diouf Sarr, alors ministre du Développement local, et seul maire échappant à la vague Taxawu Dakar dirigée par Khalifa Sall, sont autant de faits illustrant cette altercation de ménage entre le pouvoir central et le pouvoir décentralisé. Le Sénégal post-indépendance a toujours connu des maires de Dakar appartenant au même camp politique, à l'exception de Khalifa. Cette dissonance institutionnelle née entre Khalifa Sall et le président Macky Sall n'est-elle pas à l'origine de l'épouvantail d'un maire nommé par décret planté dans le décor de l'espace public? Vous avez lu les journaux d'aujourd'hui, tout le monde en parle. Le besoin de l'exécutif de contrôler, donc de tout contrôler, renoie avec le dogme de l'omnicompétence d'un régime présidentialiste, n'est-elle pas la seule explication plausible de cet état de fait? Les enjeux de l'acte 3 de la décentralisation ne doivent pas nous faire oublier les principes fondamentaux de la République. Le principe de la libre administration des collectivités locales par des organes délibérants issus du choix des citoyens. Le principe de la solidarité entre les entités locales qui sont les piliers de la démocratie de proximité. Relisons l'article 93 du Code général des collectivités territoriales qui dispose le maire est l'organe exécutif de la commune. Il est assisté par des adjoints dans l'ordre de leur élection. Vouloir laisser le destin politique du maire entre les mains du président de la République serait la ruine de tant d'acquis démocratiques qui ont fait de notre pays, le Sénégal, une démocratie majeure. Je vous remercie. Montrer la structuration de Dakar par ces grands boulevards qui relient le centre à la banlieue. Or, on sait, dans l'adage, une route peut desservir, mais aussi peut servir à noyer le centre. La route est faite pour venir et pour repartir. Et tout le monde est venu à Dakar. Il nous a rappelé aussi, 72, 96, le processus où les mairies, les communes ont changé de gouvernance. Depuis le code de l'administration communale dont il a parlé de 72, l'administration communale de 1966, qui organisait effectivement le fonctionnement de la mairie, et que les communes de 72 étaient gouvernées à partir de ce code de l'administration communale, qui donc avait effectivement fait une discrimination avec des statuts particuliers pour certaines communes. Les régions avaient été des communes où on nommait des administrateurs civils comme administrateurs de la commune, avec à côté un conseil élu qui travaillait avec l'administrateur, qui s'occupait de la gestion administrative et budgétaire de la commune. Il a bien rappelé. Il a rappelé aussi que 96, oui, si vous regardez bien, 96, c'était à l'époque où nous étions face au conflit le plus dur, des plus durs moments de la Casamance. Et vous, l'historien, certainement, ça vous a un peu inspiré en parlant de 96 avec la naissance de la région comme code local. Cette région, si vous vous rappelez le discours de 2012, décembre 2012 du président Abdou Diouf, quand il annonçait la réforme de la régionalisation,
L'idée était de donner beaucoup plus d'autonomie aux régions. Et l'exemple qui donnait souvent, c'est l'exemple de la communauté autonomique d'Espagne, où l'essentiel des pouvoirs était détenu par le niveau territorial, qui ristournait même les impôts au niveau central. C'est cela l'objet de départ de la réforme de 1996, même si nous ne sommes pas revenus sur ce premier objet de départ. Il nous a aussi montré, il s'est posé la question, et cette question, il faut bien se la poser. Est-ce qu'aujourd'hui, le débat, c'est nommer le maire de Dakar, ou est-ce qu'aujourd'hui, le débat, c'est trouver un autre statut à Dakar? Si dans la salle et dans le débat, avec son aide, avec l'aide de tous les conférents et tous les gens de la salle, nous arrivons à mettre en place la bonne question, nous aurons avancé très fortement. Tant qu'on mettra en superposition, trouver un nouvel statut de Dakar, c'est nommer le maire de Dakar, le débat va être un débat passionné, un débat où, sans avoir le contenu, on met déjà la gouvernance métropolitaine. Je pense que la gouvernance va dépendre du contenu qu'on va mettre. Et donc, nommer le maire de Dakar, c'est une forme de gouvernance. Donc, je pense que ça aussi, il a soulevé. Cette dissonance institutionnelle, est-ce que ça devrait entraîner la nomination du maire? Nous devons répondre à cette question-là. Il a parlé aussi de quelque chose qui est là et qui pose problème non pas à Dakar, mais à tout le pays. Et quelque chose qui a été combattu, pourtant, à toutes les réformes, il y a eu des voix discordantes qui disaient l'organe exécutif ne peut pas être le maire seulement, ça va être le bureau municipal. Beaucoup de gens sont battus pour que ça soit le bureau municipal et que ce ne soit pas un homme qui est l'organe. C'est d'ailleurs la singularité de notre dispositif local décentralisé. Beaucoup de pays, l'organe exécutif, c'est le bureau et pas le maire seulement. Donc tout cela, c'est des questions qu'il faut soulever dans ces recherches de nouvelles statuts. Et c'est bien qu'il l'ait remonté. Merci bien, docteur. Je passe la parole à docteur Kat. Dakar, c'est une ville importante. Donc Dakar, en chiffres, aujourd'hui, représente la capitale du Sénégal. Dakar, c'est 3 millions d'habitants. Dakar, c'est pratiquement 70%, n'est-ce pas, du tissu économique du Sénégal en termes de services, en termes d'industrie. Toujours Dakar, en termes de services hospitaliers, c'est 70%, n'est-ce pas, du territoire. En termes éducatifs, c'est 65%. Dakar, en termes d'urbanisation aussi, c'est pratiquement la moitié de la population, n'est-ce pas, nationale. Dakar, c'est 97% du tourisme d'affaires et de loisirs et de sport. Dakar, c'est 64% du taux d'urbanisation. Dakar, c'est pratiquement l'ensemble de la santé du Sénégal, avec 22 centres, 130 postes de santé, éventuellement 15 établissements publics. Je peux continuer en fait l'ensemble de cette énumération pour montrer en quelque sorte, et au finish on va y arriver, que Dakar, on se pose même la question si Dakar c'est pas Sénégal. Parce que l'ensemble aujourd'hui de ces points que je viens de citer sont à Dakar. Donc ça c'est pour poser un peu le décor et montrer l'importance de cette ville aujourd'hui dans notre tissu économique, dans notre tissu culturel, dans notre tissu sportif et sanitaire. Donc c'est une ville importante et quand on parle d'une ville comme Dakar, à partir de ce moment-là, c'est bien de réfléchir sur son organisation territoriale et sur son organisation politique. On a parlé de l'acte 3 de la décentralisation. Pour moi aujourd'hui, c'est un processus qui est très important. Parce que, comme on l'avait souligné il y a quelques années, c'est l'indépendance des populations. Vous savez, on a eu notre première indépendance, qui est pratiquement l'indépendance du Sénégal, avec l'acte 3 de la décentralisation qui fait suite à beaucoup d'actes, comme l'a souligné tout à l'heure le Dr Ndiaye. Il y a eu 72, il y a eu 96, il y a eu même 64 et 68, peut-être qui n'ont pas été retenus comme étant des actes parce que n'ayant pas bouleversé en profondeur l'actualité territoriale. Donc cet acte 3 de la décentralisation donne du pouvoir aux populations. Parce qu'à l'époque, ce qui existait aujourd'hui, c'était une gestion étatique, avec un chef d'État qui nommait des gouverneurs, qui nommait des préfets,
Et ces gens-là étaient chargés d'administrer les populations. Donc les populations se réveillaient et vous voyez aujourd'hui qu'il y avait quand même des entités qui étaient là, qui administraient. Avec l'acte 3 de la décentralisation, moi j'ai deux entités, ce que j'appelle moi les circonscriptions administratives, qui sont du rôle de l'État. Donc ces circonscriptions administratives, vous avez les régions, vous avez les départements, vous avez les arrondissements. Ces entités-là sont dirigées par des gens qui sont nommés par le pouvoir central. Donc au total, on peut en avoir 182. Au total, donc 182 entités territoriales qui sont dirigées par des gens nommés par le pouvoir central, à savoir le chef de l'État. Mais à côté, vous avez ce qu'on appelle les collectivités locales. Et c'est là où c'est important, parce que 182 dirigés par le pouvoir central, vous avez à côté ce qu'on appelle les départements, vous avez éventuellement aussi les communes, n'est-ce pas, qui sont et les villes, les 5 villes. Regroupé, ça vous donne un total de 599 unités territoriales qui sont gérées directement par les populations. Et quand je dis gérées directement par les populations, mais par l'intermédiaire des élus. Autant les 182 sont nommés par le président de la République sur le territoire national, autant les 590 ici sont élus, n'est-ce pas, au suffrage universel, si je ne me trompe, par les populations, n'est-ce pas, sénégalaises. À partir de ce moment, c'est un point important. Ça veut dire qu'au moment où nous parlons quand même, les citoyens sénégalais ont la possibilité, n'est-ce pas, de s'occuper de la gestion directe de leur, n'est-ce pas, vécu. À partir du moment où ils ont la possibilité quand même dans l'ensemble d'élire, n'est-ce pas, les personnes qui sont chargées de véhiculer, qui sont chargées éventuellement aussi de diriger, n'est-ce pas, leur communauté. Donc les politiques de décentralisation, c'est, n'est-ce pas, une vieille politique. Donc ça date, comme ils l'ont indiqué, de fort longtemps. Donc on ne va pas revenir sur l'ensemble de ces points. Par contre, ce qui est important à souligner par rapport à la ville de Dakar, et je pense que c'est l'objet de cette rencontre, par rapport à cette ville de Dakar, surtout par rapport à son organisation, je note du point de vue urbanistique, comme ils l'ont souligné tout à l'heure, plusieurs zones. Et à mon avis, ces zones-là sont à découper en 6 ensembles. Le premier ensemble, c'est ce qu'on appelle la région, la ville coloniale, appelée Plateau, donc qui est le centre administratif. Le deuxième centre urbanistique également, c'est le Grand Dakar, donc notamment les quartiers populaires de la Médina et du Grand Dakar tout à l'heure. Il a souligné le plan urbanistique de Dakar regroupe 2 ensembles. 1914, la création de Médina. 1946, le premier plan directeur, d'ailleurs, qui aujourd'hui, dont découle aujourd'hui le découpage même de Dakar, que vous voyez aujourd'hui, le Dakar originel. Donc vous avez également un autre ensemble que je peux appeler les cités HLM, SICAP, qui ont été les cités produites par disons, des sociétés immobilières sous l'impulsion, n'est-ce pas, de l'État. Ensuite, vous avez les zones résidentielles, comme il l'a dit tout à l'heure, Fan Résidence, Point Amitié, Almadies. Vous avez la banlieue proche, Parcelles Assainies, Pékin, Guédiawaye, et la banlieue lointaine, Keur Massar, Rufisque, etc. Donc voilà aujourd'hui, urbanistiquement parlant, un découpage aujourd'hui de cette région de Dakar. Donc cette région de Dakar, ils l'ont indiqué tout à l'heure, c'est 4 villes. 4 villes, 10 arrondissements, 43 communes, avec les 19, 5, 16, 3, donc 19 pour la ville de Dakar, 5 pour la ville de Pikine, 16 Rufisque et donc les 3 communautés rurales et les 7 communes. Maintenant, cette ville de Dakar, de 19 communes, ils l'ont indiqué tout à l'heure, fait l'objet d'une réflexion. On a toujours critiqué ce qu'on appelle la balkanisation de l'Afrique et considéré que pratiquement, si l'Afrique est là où elle est aujourd'hui, c'est à cause de cette balkanisation. Mais aussi avec les différents actes qui ont été mis en place, on est aujourd'hui devant un phénomène d'émiettement de la ville de Dakar. 19 communes,
Et souvent, quand j'analyse, je dis pour mieux analyser en fait les communes de Dakar et comprendre les difficultés liées à la fiscalité, les difficultés liées au financement, les difficultés liées à la gouvernance, il faut regarder la carte. Parce que tant qu'on n'a pas la carte, on ne peut pas analyser correctement. Je sais que c'est trop loin, mais en regardant cette carte, n'est-ce pas, de la ville de Dakar, vous verrez qu'il y a beaucoup de zones quand même qui sont à la limite d'une taille inférieure pour s'autogérer. Pourquoi? Parce qu'on n'y trouvera pas les ressources nécessaires, on n'y trouvera pas la fiscalité nécessaire, etc. Donc, par rapport à cette configuration, n'est-ce pas, de ces 19 communes, je pense qu'il faut quand même réfléchir à une rationalisation, n'est-ce pas, de ces 19 communes. Parce que tout le monde sait que quand on divise aujourd'hui, n'est-ce pas, les recettes de l'État à travers l'ensemble de ces communes, il sera très difficile après, de manière efficiente, de pouvoir concourir à l'ensemble des besoins. Donc aujourd'hui, à mon avis, en termes d'organisation, je ne reviens pas au statut spécial de Dakar dont on vient de parler tout à l'heure. Je commence d'abord par la rationalisation, n'est-ce pas, du territoire. D'accord? Créer des zones ou des districts, n'est-ce pas, forts, avec des hommes forts pour les diriger et avec bien sûr une possibilité aussi d'avoir beaucoup plus de ressources financières, d'avoir beaucoup plus de fiscalité pour résoudre, n'est-ce pas, le problème des citoyens. Donc le premier scénario qui m'intéresse par rapport à ce découpage, c'est le scénario de la zone 1, parce qu'il a dit tout à l'heure, la ville de Dakar, il a proposé une division en 5 zones. Moi, je propose dans un premier scénario une division en 4 zones, d'accord, avec la première zone, Yoff-Ngor, qui sont quand même de très grandes communes parmi l'ossature. La deuxième zone, donc, c'est l'ensemble des petites communes. Bon, je ne sais pas si les maires sont là, mais ils vont m'excuser de les appeler les petites communes. C'est Ouakam, Mermoz, Sacré-Cœur, Fan.E, Fass, Gueule Tapée, Colobane, Médina, Grand Dakar, HLM, Bijouterie, Derklé,